Ok. Bon, bah, je remercie moi aussi beaucoup l'équipe Constance et l'association Constance de m'avoir proposé de vous parler directement de la question des conduites addictives. Alors comme Cédric, je suis psychiatre initialement, mais je me suis rapidement en fait tourné vers l'addictologie. Donc je vais vous parler essentiellement de la question des addictions et à partir voilà de vos données et de votre participation, ce à quoi ça peut aboutir, y compris en termes vraiment très concrètement de politique de santé publique et de recommandations en santé publique auprès de la population générale. Alors, les addictions, c'est un problème, comme vous le savez, pardon, vraiment prioritaire de santé publique, tout simplement parce que les conduites addictives constituent la première cause de mortalité évitable en France et dans le monde. La première étant le tabac, la deuxième étant l'alcool, et c'est une des toutes premières causes d'hospitalisation, puisqu'on est souvent hospitalisé pour des conséquences des consommations de substances psychoactives, soit des conséquences aiguës, on pense par exemple à toute l'accidentologie aux urgences, soit des conséquences chroniques, et là on pense plutôt au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Alors pour changer peut-être un petit peu les présentations habituelles sur les addictions, on a choisi de commencer par des substances dont on parle moins souvent, mais qui pourtant engendrent beaucoup de dommages en termes de santé publique. Ces substances, c'est les benzodiazépines. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait c'est globalement les anxiolytiques, c'est-à-dire certes, il y a quelques anxiolytiques qui ne sont pas de la famille des benzodiazépines, mais l'immense majorité, c'est des benzodiazépines, hein, qui est très connu, par exemple, c'est le diazépam, ouais, le nom commercial, c'est le Valium, ou l'alprazolam, le nom commercial, c'est le Xanax en France. Oui. Donc, ce type de molécules-là, c'est des molécules le plus souvent que l'on a sur prescription médicale, mais malheureusement, pour tout un tas de raisons que je pourrais vous détailler si vous le souhaitez, la grande majorité de ces prescriptions médicales sont inappropriées et des gens se retrouvent avec ce type de traitement au long cours, alors que ce n'était pas forcément une indication à avoir ce type de traitement. Et malheureusement, ils n'ont peut-être pas aussi le traitement dont ils auraient besoin et pour lequel ce serait indiqué de le prescrire. Et le problème avec les benzodiazépines, c'est qu'ils ont un pouvoir addictif très important. Alors, un pouvoir addictif, l'addiction, c'est caractérisé vraiment par la question de la perte de contrôle, c'est-à-dire un pouvoir addictif, c'est qu'on a du mal à arrêter, on a du mal à s'en défaire. Donc, quand on se met à consommer régulièrement des benzodiazépines, c'est compliqué de s'en débarrasser. Voilà. Or, il y a pas mal de complications potentielles. Et parmi ces complications, il y a notamment la question d'un risque augmenté de chute, d'accidents, notamment d'accidents de la route. Et c'est des molécules, en fait, les benzodiazépines, qui ont des effets psychoactifs qui sont assez proches de ceux de l'alcool. Alors, ils n'ont pas la toxicité de l'alcool sur les organes, mais sur les effets psychoactifs, c'est des molécules qui ont des effets assez proches de l'alcool. Donc, on comprend pourquoi conduire en état d'ivresse, c'est très risqué. C'est pareil, enfin, en tout cas, ça a les mêmes, des risques assez équivalents en termes de diminution des réflexes, de l'attention, de la vigilance quand on consomme des benzodiazépines. De la même façon, quand on prend de l'alcool, il y a des effets qu'on appelle désinhibiteurs, c'est-à-dire on est, on peut être plus impulsif, on peut avoir tendance à à moins anticiper les conséquences que pourraient avoir nos comportements. Et ça favorise tout un tas de comportements pro-impulsifs comme les risques suicidaires. La dernière complication possible, c'est la question des troubles cognitifs, puisque là aussi, quand on prend des benzodiazépines, on a des capacités attentionnelles, des capacités de mémorisation, des capacités de concentration qui sont largement altérées. Alors, une des grandes forces de Constance,
c'est, en plus des questionnaires auxquels les volontaires répondent, de s'appuyer aussi sur les bases médico-administratives. Et donc, il y a une base là qui s'appelle le SNDS, le Système national des données de santé, qui, à partir des données de remboursement des soins par l'assurance maladie, permet d'avoir des informations sur les médicaments remboursés par la sécurité sociale que les patients consomment. Et ça, c'est une source très précieuse d'informations parce qu'on peut les combiner avec les données issues des questionnaires pour les participants qui ne s'y sont pas opposés. Et cette source, elle est très précieuse parce que les médicaments qu'on a été achetés en pharmacie sur prescription médicale, euh, c'est des données qui sont recueillies de façon exhaustive. Il n'y a pas de, il y a pas de loupé l'identification de ce remboursement, c'est exhaustif. Et on a cette donnée de façon durable au cours du temps. Et donc, ça permet de repérer de façon très objective, finalement, les consommations de médicaments telles que les consommations de médicaments remboursés en pharmacie auprès des volontaires. Et ce qu'on avait constaté, c'est que quand la population, et en l'occurrence la population française, est exposée à un traumatisme de masse, un traumatisme qui touche l'ensemble de la population, et là, nous, on avait pris la situation voilà, des attentats du 13 novembre, on avait constaté que l'ensemble de la population des volontaires de Constance avait augmenté sa consommation de benzodiazépine. Vous voyez là le petit schéma, ça montre que la ligne rouge avant, c'était le nombre d'individus qui avaient une prescription de benzodiazépine. Et puis, on voit que cette moyenne-là, elle augmente euh, au décours des attentats. Ça, c'était intéressant parce que ça rejoignait des informations, des données préliminaires qu'on avait sur le fait qu'un traumatisme tel qu'un attentat ou dans une population générale, ça a un impact pas que chez les personnes directement exposées, directement concernées, mais aussi sur la population dans son ensemble, notamment par le fait que on peut connaître quelqu'un qui connaît ou une personne qui a été directement touchée. Et puis aussi, il y a le trauma global avec médié évidemment par les chaînes d'information, etc., qui peut jouer un rôle. Donc, donc ça, c'est le type de résultats qu'on peut faire. Et d'une manière plus générale, quand on regarde effectivement cette consommation de benzodiazépine dans la population française à partir des données, là encore, de remboursement par l'assurance maladie des benzodiazépines qui ont été délivrées en pharmacie auprès des volontaires de Constance, ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, c'est les sujets les plus âgés qui en consomment le plus. Et là, vous avez la prévalence en 2015 de l'usage chronique de benzodiazépine en population française. Alors, la définition qu'on avait prise là pour l'usage chronique, c'est le fait de consommer des benzodiazépines de façon continue ou presque pendant plus de 3 mois. Et 3 mois étant normalement la durée maximum autorisée les recommandations de bonne pratique dans la durée maximum de prescription de ces molécules. Et paradoxalement, c'est les gens qui potentiellement sont plus à risque d'avoir des effets indésirables, les sujets plus âgés et les femmes qui en consomment le plus. On avait aussi pu montrer que là, paradoxalement, les personnes déprimées, dont on a vu tout à l'heure que, euh, évidemment, les benzodiazépines peuvent augmenter les comportements désinhibiteurs, pro-impulsifs, dont le risque suicidaire, bah, c'est eux aussi qui en prennent le plus. Alors, une des grandes Euh, richesses, oui. je ne sais pas si tu as fini sur les benzodiazépines, mais il y a pas mal de questions parce que bien évidemment, il y a le benzodiazépine, c'est très répandu dans la population. Je pense qu'on a tous été soumis à des benzodiazépines. Et donc, il y a des questions qui me semblent tout à fait opportunes de la part de certains volontaires sur l'usage, parce que beaucoup, enfin certains ont eu des prescriptions de benzodiazépines. Et donc, il y en a une personne qui dit entre gros problèmes de sommeil et prise de relativement fréquente de benzodiazépines, comment on fait, quoi. Voilà, donc je Mhm. pense qu'il y a quand même des prises de benzodiazépines
Ah oui, oui, oui. Bah, c'est évidemment la population française est une des populations qui consomme le plus de benzodiazépines au monde, hein. C'est une réponse quand elle est ponctuelle, quand elle est bien encadrée par un suivi médical et quand on a exploré d'autres alternatives thérapeutiques qui est qui peut être tout à fait adaptée et justifiée. L'idée, ça reste quand même des médicaments sur prescription qui ont des indications qui sont qui peuvent être tout à fait valables, mais malheureusement, des fois aussi, on en prescrit de façon excessive. Et comme c'est des molécules qui ont un fort pouvoir addictif, quand on en prend de façon trop régulière, parfois c'est difficile de s'en débarrasser. Et au long cours, plutôt que d'améliorer les choses, parfois ça peut, euh, ça peut avoir des effets contre-productifs, comme ça peut être le cas aussi au niveau des troubles du sommeil. Voilà. Mais donc la grande comment dire, recommandation, c'est si on consomme ce type de médicaments, d'en parler régulièrement avec son médecin prescripteur, de ne pas avoir plusieurs prescripteurs, mais d'avoir un prescripteur qui vous connaît bien et qui va réévaluer régulièrement l'indication et essayer éventuellement d'autres alternatives qui pourraient, dans certains cas, être plus adaptées. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions Il y avait beaucoup de questions autour de cette thématique. C'est vrai que des volontaires se posent la question pourquoi mon médecin continue à me prescrire de tels traitements pour mes troubles de l'anxiété. Euh, Mhm. c'est plusieurs questions sur ce sujet-là qui sont revenues. Oui, oui, oui. Alors c'est très imbriqué, hein, effectivement. Enfin, c'est très complexe, pardon, plutôt, et multifactoriel. Pourquoi on consomme beaucoup de benzodiazépines en France? En phase aiguë, effectivement, ça marche bien. Donc, c'est sûr que c'est un recours qui est très utile et rapidement très efficace, mais dont on peut quand même parfois minimiser les effets indésirables. Et dans la formation médicale, il peut y avoir justement des choses à renforcer. C'est ce que fait la Haute Autorité de Santé, par exemple, avec des campagnes régulières de prévention et auprès de la population générale sur les risques liés aux benzodiazépines et auprès des professionnels de santé et des prescripteurs. Moi, je pense que vraiment la recommandation, c'est surtout d'en parler régulièrement avec son médecin. Et il y a des bonnes indications, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Toute prescription n'est pas une prescription inadaptée. Mais effectivement, encore une fois, comme il y a ce risque addictif, ça peut devenir problématique et on peut avoir du mal à s'en débarrasser. Et malheureusement, c'est les diapositives que je vous montrais précédemment, c'est les personnes qui sont le plus sensibles aux effets indésirables, les plus âgées, les femmes, les personnes qui ont des symptômes dépressifs marqués, qui en consomment le plus. Voilà. Donc il y a ces données-là, ces résultats-là qui clairement permettent d'aider les décideurs publics. Je citais par exemple la Haute Autorité de Santé, mais ça peut être d'autres décideurs publics à renforcer sur la base de ces résultats-là la nécessité de campagnes d'information, de prévention et de formation auprès des prescripteurs et auprès de la population générale. Alors, une autre grande richesse de Constance, là je vous ai parlé du chaînage avec les bases médico-administratives des données issues des questionnaires. Il y a aussi au sein des questionnaires des modules extrêmement riches comme les modules qui concernent la santé au travail. Et ça, vous savez que c'est une problématique majeure dans nos pays occidentaux, avec à peu près un quart des travailleurs qui sont exposés notamment aux risques psychosociaux qui favorisent différentes pathologies. Le stress au travail est en augmentation partout en France et en Europe, dans un contexte de forte insécurité du parcours professionnel. Et donc, les données issues de Constance, elles permettent justement d'aller repérer des liens, des associations potentielles entre ce stress potentiel au travail et la consommation de certaines substances psychoactives. Alors, nous, ce qu'on avait regardé, c'est est-ce que le fait d'être exposé au stress au travail augmente le risque d'usage chronique de benzodiazépines, toujours avec cette même définition de l'usage chronique, des gens qui consomment euh, de façon continue ou presque pendant au moins 3 mois des benzodiazépines. Bon,
est-ce que ce risque est augmenté quand on est exposé à une des situations de stress au travail? L'intérêt de Constance, c'est que le stress au travail, ça semble comme ça un concept un petit peu flou, un petit peu vague, mais en fait, ça repose sur euh, des, des référentiels théoriques qui sont très construits. Et dans Constance, on a une échelle, notamment standardisée, qui est validée au niveau international avec différentes questions auxquelles vous répondez, qui permet d'évaluer de façon très précise ce que scientifiquement, nous, on appelle stress au travail et d'en mesurer l'intensité. Et ce qu'on voit, c'est que, y compris chez des gens qui n'avaient pas antérieurement d'usage chronique de benzodiazépine, quand on mesure leur niveau d'exposition au stress au travail, un an plus tard, pour les personnes, c'est le groupe 4 qui déclarait le plus de stress au travail, ils ont un risque au moins multiplié par deux de développer un usage chronique de benzodiazépine. Et ça en tenant compte de tout un tas d'autres facteurs, comme les facteurs sociodémographiques, comme les facteurs, comme la dépression potentiellement associée et les différents autres risques professionnels qu'on mesure dans Constance. Ce qui était intéressant, c'est qu'on peut croiser cette question aussi des liens entre benzodiazépine et stress au travail avec d'autres consommations. Et ce qu'on voit, c'est que chez tout le monde, l'exposition à un fort stress au travail augmente ce risque d'usage chronique aux benzodiazépines, mais cette augmentation du risque est encore plus forte chez les fumeurs que chez les non-fumeurs ou les anciens fumeurs. Donc ça donne aussi des pistes euh, de, de, pour les stratégies en santé au travail, de dépistage, d'accompagnement, d'information et de campagne de prévention. Alors, ça me fait le lien effectivement avec les données dans Constance qui concernent le tabac. Le tabac, premier facteur de risque de cancer, premier facteur de risque cardiovasculaire. On sous-estime aussi beaucoup le rôle dépressogène du tabac. Les produits de combustion contenus dans le tabac et le monoxyde de carbone sont associés à une augmentation de la symptomatologie anxio-dépressive chez les fumeurs et à des risques là aussi d'avoir des comportements plus impulsifs. Il y a l'irritabilité, notamment et aux symptômes de sevrage entre les cigarettes qui peuvent majorer les risques de comportement suicidaire. Avec le tabac, on ne peut pas ne pas parler du cannabis, qui est très souvent associé à la consommation de tabac. Ça reste quand même assez marginal en France, des fumeurs de cannabis exclusifs. En général, c'est quand même avant tout des gens qui sont dépendants au tabac, avec une toxicité du cannabis. J'en profite pour le dire là, hein, un joint, alors ça dépend bien sûr un peu si c'est de l'herbe ou de la résine ou comment on charge son joint, mais en termes de risque de cancer et de toxicité cardiovasculaire, un joint, c'est à peu près l'équivalent de 15 cigarettes. Donc, c'est une toxicité dans la fumée de cannabis qui est beaucoup plus importante que celle du tabac. Et vous savez que ça a été associé à des risques augmentés de schizophrénie, un risque dépressogène et là aussi à la suicidalité. Avec le cannabis, qui est vraiment de loin la substance illicite la plus consommée en France et dans le monde et un usage qui est devenu vraiment généralisé. Alors là, ce qu'on a regardé, toujours en lien avec la vie professionnelle, ce que l'on voit, c'est que on s'est intéressé au risque de perte d'emploi en fonction des consommations de tabac, cannabis et aussi d'alcool, là, en l'occurrence, chez les volontaires de Constance, puisqu'on sait déjà dans la littérature scientifique qu'une fois qu'on a perdu son travail, on a des comportements de santé qui sont plus délétères, notamment on est plus sédentaire, on a tendance à augmenter davantage sa consommation d'alcool, de tabac, voilà, à manger de façon moins équilibrée. Mais on voulait savoir si cet usage de substances un peu excessif existait déjà à la sortie de l'emploi, voire même pouvait constituer potentiellement un facteur de risque de perte d'emploi. On savait déjà que pour l'alcool, c'était le cas. Il y avait eu déjà des données antérieures là-dessus, mais la nouveauté, c'était d'observer cela aussi pour le tabac et pour le cannabis. Et vous voyez que plus on fume des grandes quantités, ou plus on a une consommation de cannabis fréquente, plus ce risque de perte d'emploi
était élevé, et ça y compris en tenant compte de la dépression, de la consommation d'alcool associée, des facteurs professionnels et des différences sociodémographiques. Euh, un peu la réciproque de cette étude, c'était une étude qui montrait qu'on avait plus de mal à revenir à l'emploi quand on était chômeur, quand on avait une consommation excessive d'alcool, ça on le savait déjà un petit peu, mais aussi de tabac et de cannabis. Et alors enfin, puisque j'ai commencé un petit peu à vous parler de l'alcool, je vais terminer là-dessus. L'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France et dans le monde après le tabac, impliqué dans tout un tas d'autres problèmes de santé publique majeurs tels que les phénomènes de violence et d'accidents de la voie publique. Et alors, la richesse de Constance qui permet de mesurer différents types d'usage de substances permet de regarder les liens entre les substances. Et ce que cette étude, elle cherchait à explorer, c'était les liens entre les usages de cannabis et les usages d'alcool, parce que, comme je vous le disais, on sait que le cannabis a des effets toxiques sur la santé que je vous ai un petit peu détaillé précédemment, mais on se posait la question de savoir aussi s'il pouvait favoriser l'usage d'alcool, si si le fait de consommer du cannabis avait pouvait jouer un rôle dans l'augmentation potentielle des consommations d'alcool. Et alors, du coup, pour ça, on a mesuré donc auprès des volontaires avec les données à l'inclusion de la consommation d'alcool et la consommation de cannabis, puis lors du suivi, un an plus tard, à nouveau, les consommations d'alcool et les consommations de cannabis. Et ce qu'on a regardé, c'est que on a regardé si les liens étaient plus forts dans le sens alcool vers cannabis ou dans le sens cannabis vers alcool. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens de l'alcool vers le cannabis et du cannabis vers l'alcool. Des liens qui sont, qu'on appelle statistiquement significatifs. Mais ces liens, vous voyez qu'ils sont 3 fois plus forts, 0,06 alors que c'est 0,02 dans l'autre sens, dans le sens cannabis vers alcool par rapport au sens alcool vers cannabis. Donc ça nous a été c'était un résultat qui était très intéressant pour nous parce que ça voulait dire que on pouvait potentiellement aussi alerter les usagers de cannabis sur ce risque-là de potentiellement augmenter leur consommation d'alcool, ce qui peut constituer aussi un facteur motivationnel un peu nouveau que les effets directs du cannabis sur la santé. Donc l'alcool, effectivement, le fait de majorer sa consommation d'alcool, c'est quelque chose qui impacte grandement l'état de santé. Et vous savez, il n'y a pas vraiment de catégorie socio-professionnelle qui est épargnée de l'usage à risque de l'alcool. Ça, c'est des données dans Constance où on avait regardé avec une échelle standardisée qui évalue le risque, l'usage à risque d'alcool, c'est-à-dire un usage qui devient problématique parce que avec des quantités un peu trop élevées ou bien parce qu'il y a des critères déjà de dépendance, de perte de contrôle, on voit que le niveau de troubles d'usage à risque chez les hommes est extrêmement élevé en population générale. Il baisse un peu, mais il reste quand même très élevé dans les catégories démographiques plus favorisées. Et chez les femmes, c'est pas du tout le cas, ça ne baisse pas, voire même ça réaugmente chez les cadres par rapport aux professions intermédiaires ou aux employés. Donc l'idée reçue aussi que ça concerne les problèmes d'alcool que les gens défavorisés, c'est pas du tout vrai et ça permet aussi de tordre le cou à ces idées reçues, de déstigmatiser les problèmes liés à l'alcool, de montrer ce type de résultat. Un autre résultat qui permet là aussi d'enfoncer le clou sur le fait que l'usage à risque d'alcool est vraiment une problématique ubiquitaire en population générale, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secteur d'activité qui soit vraiment épargné. Et finalement, toutes les représentations que l'on peut se faire du patient qui a des problèmes d'alcool, elles sont très souvent erronées.
Ça concerne beaucoup plus de gens et de profils que l'on s'imagine. Et je voudrais terminer là-dessus sur le fait de dire que dans Constance, on a pu aussi mettre en évidence en population française ce changement dans les modalités d'usage d'alcool de façon un peu traditionnelle. L'usage excessif d'alcool concernait plutôt un usage qu'on appelle chronique excessif, c'est-à-dire consommer trop, mais de façon un peu ritualisée, rythmée par les repas, de façon traditionnelle, donc des consommations excessives au moment des repas, et puis dans les nouvelles générations, des consommations qui sont moins au moment des repas, mais qui sont par contre beaucoup plus massives, plus ponctuelles, mais plus massives. C'est le fameux binge drinking. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est que ces conduites de binge drinking, maintenant, elles se sont largement répandues chez des gens qui sont plus que des adolescents ou des tout jeunes adultes, mais aussi chez les adultes un peu plus âgés. Et donc cet effet générationnel dans les changements de modalité de la consommation d'alcool commence déjà à s'être opéré depuis un certain temps. Et ça a des vraies répercussions dans la façon de proposer des stratégies de prévention. Il ne faut plus, quand on s'intéresse au binge drinking, se focaliser uniquement sur les adolescents ou les tout jeunes. Et vous voyez, pour vous montrer un exemple, là, vous avez ici la, la prévalence du binge drinking en population générale chez les hommes au moins une fois par mois, c'est 27,5%. Comment se distribuent ces 27,5%? C'est 11,4% chez les 18-35 ans, on n'est que chez la population adulte, hein, comme vous savez, dans Constance, et 11,4%, donc c'est plus élevé que les autres tranches d'âge. Mais si vous regardez chez les plus de 35 ans, euh, que, que ça soit dans la tranche 35-50 et plus de 50, vous avez en fait, en additionnant ces deux tranches, 16,1%. Donc finalement, la majorité des binge drinkers, hommes, adultes en France, ont plus de 35 ans. Guillaume, il faudrait peut-être définir ce que c'est le binge drinking quand même. Oui, alors merci, ouais, ouais. Alors le binge drinking, qu'on appelle à la traduction française, l'acronyme c'est API, mais tout le monde n'est pas d'accord avec la définition de l'acronyme. Certains disent c'est alcoolisation ponctuelle importante ou alcoolisation paroxystique intermittente. Dans Constance, comme dans la plupart des enquêtes épidémiologiques, on prend la définition de l'OMS, c'est-à-dire au moins 6 verres d'alcool en une occasion. Voilà. Alors après, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une occasion? Ben voilà. Il y a des définitions plus restrictives, mais en gros, c'est cette définition-là qu'on retient, en sachant peut-être du coup, pour faire un petit peu de pédagogie là-dessus, un verre d'alcool, on considère, même si c'est approximatif, qu'un verre d'alcool, c'est-à-dire une unité standard d'alcool, contient en fait 10 grammes d'alcool pur, quel que soit le type d'alcool qu'on consomme, puisque la taille du verre change. Unité d'alcool, quand vous êtes dans un bar ou dans un restaurant, c'est tout autant un verre de whisky qu'une demi-pinte de bière qu'un verre de vin. Voilà. On a plusieurs autres questions. Tu avais encore. J'ai une dernière diapo, j'ai fini, si ça vous va. Ouais, une dernière diapo, juste pour vous dire que tous les résultats que l'on a pu produire grâce aux données de Constance sur cette thématique-là ont eu des retombées vraiment importantes en termes de santé publique. Ça a servi à établir des recommandations sur les risques et dommages liés à l'alcool par l'INSERM, dans ce qu'on appelle une expertise collective qui établit des recommandations nationales. Il y a différentes campagnes de prévention qui ont été conduites à la suite de ces résultats, notamment pour sensibiliser sur les liens potentiels entre vie professionnelle et consommation de substances psychoactives. Donc, donc, non seulement ça a été utile pour la recherche scientifique, mais ça a aussi eu très concrètement un impact en termes de campagne de prévention en santé publique auprès de la population. Donc, je vous remercie. Voilà, c'est fini. Merci Guillaume. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a eu
tout au début de la présentation, un peu le lien avec le sujet précédent, de savoir est-ce que vous considérez le sucre comme une substance addictive et est-ce qu'on a des données là-dessus? Et une deuxième question par rapport au cannabis, on parle beaucoup maintenant de CBD. Est-ce que le risque est le même? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, alors c'est deux questions très sensibles mais très actuelles. Alors, le sucre, pour l'instant, c'est pas une substance que l'on prend en charge médicalement comme une conduite addictive. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de potentiel addictif, ça ne veut pas dire que la consommation de sucre pose pas des problèmes parfois importants sur la santé, y compris au niveau mondial. Mais c'est vrai que en pratique clinique, et y compris dans la recherche en addictologie, on n'inclut pas forcément le sucre parmi les substances psychoactives que l'on étudie. Euh, mais, mais ça ne veut pas dire que voilà que c'est pas une substance qui a des effets qui a des effets quand même psychoactifs et qui mérite d'être étudié voilà dans différents champs euh, et sur la santé psychique et sur la santé mentale. Mais c'est vrai que c'est pas classiquement, si vous voulez, en fait, il y a des substances, comme je vous le disais dans ma présentation, qui sont tellement dommageables au niveau de la population générale. Le tabac, premier facteur de risque de cancer, premier facteur de risque cardiovasculaire. L'alcool, deuxième cause de mortalité évitable, plus de 200 pathologies induites, etc. Donc, que c'est vrai que la problématique est tellement dramatique vis-à-vis de ces substances qu'on se focalise quand même beaucoup sur ces problématiques-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Sur le CBD, alors, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le problème avec le tabac, c'est que bon, la nicotine, c'est ce qui vous rend dépendant, hein, c'est une des substances les plus addictogènes qu'on connaît, mais ce qui est dangereux dans le tabac, c'est tout le reste, c'est tous les produits de combustion, notamment qu'on inhale quand on fume. Et ça, les produits de combustion, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre du tabac bio, du cannabis bio ou n'importe quoi, des feuilles d'eucalyptus, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous prenez quelque chose, que vous brûlez de ça et que vous inhalez les produits de combustion, ça devient extrêmement toxique et en termes de risque de cancer et en termes de risque cardiovasculaire. Donc, la toxicité moins sur la santé physique, elle est déjà liée à ça. Et comme on consomme de façon chronique parce que les consommations on a perdu le contrôle sur les consommations qui fait de la dépendance à la nicotine, ces risques-là deviennent majeurs. Alors, pour répondre un peu plus précisément à la question, dans le cannabis, vous avez euh, plusieurs substances psychoactives, une qui est considérée comme celle qui a les effets psychoactifs les plus importants, qui est le THC. Le CBD a des effets psychoactifs a priori nettement moindres, donc pas associés au même risque que le THC, mais comme je vous disais, hein, quel que soit ce que l'on met dans un joint, à partir du moment où on brûle ça et qu'on inhale les produits de combustion, c'est toxique. Et le CBD, pour en comprendre les effets précis sur la santé et physique et psychique, c'est des choses qui sont encore en cours d'études. Potentiellement, il peut y avoir aussi des effets thérapeutiques au CBD, c'est aussi d'un champ de recherche. Mais comme vous l'avez compris, si ça se confirme, ça ne pourra jamais être sous forme fumée, hein, puisque de toute façon, la toxicité liée au fait de fumer est tellement considérable qu'elle ne pourra pas être contrebalancée par des effets potentiellement thérapeutiques, par des substances que l'on y met. Donc, ça fait partie des champs de recherche, même des effets potentiellement thérapeutiques du CBD, mais avec des voies qui sont pas celles de la voie inhalée et qui sont encadrées dans des protocoles de recherche extrêmement précis. Merci, Guillaume. On va passer à une ligne, mais peut-être une question pour Marie aussi sur comment sont faits les liens entre les données de l'assurance maladie et les données de Constance. C'est vrai que sur les benzos, on a présenté ça. Et je ne sais pas, Guillaume, si tu peux faire une réponse très courte, parce qu'on n'a plus trop de temps de passer à une ligne, mais sur comment se soignent efficacement les symptômes dépressifs.
Si on Je vais ne laisser la savait pas, parole à Marie parce que je suis vraiment pas le spécialiste, mais ce que je sais, c'est que c'est voilà, c'est une richesse de Constance qui est vraiment exceptionnelle parce que le fait de pouvoir associer les données recueillies auprès des volontaires par les questionnaires et dans les examens de santé avec les données collectées dans les bases de l'assurance maladie, ça permet des études scientifiques qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc, il y a effectivement tout un appareillage technico-réglementaire complexe, mais je pense que Marie va en parler pour permettre cette prouesse un peu scientifique. Je vais en parler, je vais essayer d'être simple parce qu'effectivement, c'est compliqué. La première chose, c'est que lorsque vous êtes rentré dans Constance, on vous a fait signer un consentement et dans le consentement, on vous avait demandé si vous acceptiez que vos données issues des consommations de soins, alors je ne sais pas quel était vraiment comment le phraser, mais grosso modo, tout ce qui était présenté au remboursement, soit des caisses primaires d'assurance maladie, soit de votre médecin, etc., si vous acceptiez qu'on ait accès à ces bases-là. Donc, pour tous les volontaires qui avaient accepté, c'est-à-dire plus de 95%, en fait, quand on a constitué Constance, on a constitué Constance en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Et la Caisse nationale d'assurance maladie, elle a accès à vos numéros de sécurité sociale par définition. Et donc, tous les volontaires qui étaient invités à Constance, la Caisse nationale d'assurance maladie a leur numéro de sécurité sociale. Et c'est au fur et à mesure qu'on a invité les volontaires, et pour tous les volontaires qui avaient accepté qu'on ait accès à ces données-là, eh bien, la Caisse nationale d'assurance maladie, via leur numéro de sécurité sociale, peut aller extraire dans la grande base de données qu'elle gère, donc dans lequel il y a toutes les consommations qui sont présentées au remboursement, donc toutes les consommations notamment de benzodiazépines, qu'on en a vu là, mais également les données d'hospitalisation. Donc, ils peuvent aller chercher toutes ces données pour les volontaires de Constance. Et comme toutes les données de cette grande base qui s'appelle le Système national des données de santé sont très suivies au niveau de la sécurité, toutes ces données ne vont pas dans notre base, dans notre unité INSERM, mais elles vont dans une infrastructure qui est l'infrastructure la plus sécurisée en France, qui s'appelle le Centre d'accès sécurisé de données. Vous pouvez taper casd.eu pour aller voir le site. C'est là que sont gérées toutes les données de la statistique française, la statistique nationale, comme les données des ministères qui sont comme Bercy, comme le ministère de la Justice, etc. Et quand un chercheur veut avoir accès à ces données, eh bien, on leur donne accès via cette infrastructure sécurisée et un chercheur, pour pouvoir accès à ces données-là, doit avoir donné ses empreintes digitales. Il y a une carte biométrique et ils mettent cette carte dans un boîtier spécial pour pouvoir accès à des bulles dans lesquelles on lui met à disposition les données de Constance. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Peuvent sortir. Et aucune donnée. Les données ne peuvent pas sortir. Emeline, est-ce que